Merci à tous d'être là. On accueille donc maintenant Julien. On a la chance d'accueillir Julien, le fondateur de TechTown, qui vient nous présenter une alternative un peu à Kubernetes, qui se base sur la suite Knative. À toi, vas-y Julien. Allez, c'est parti. Cloud Run, tout ce qu'il faut sans Kubernetes. Donc c'est l'idée d'échanger avec vous et de montrer un petit peu les capacités de ce qu'on peut faire si on souhaite un peu évoluer dans des choses qui ressemblent à Kubernetes, mais sans Kubernetes. Petite intro, bah évidemment hein, à l'heure de la générative AI. Donc à partir du fond, voilà. Donc moi je suis Julien. L'idée c'est de vous présenter un petit peu le panorama de ce qu'il y a de disponible dans un monde sans Kubernetes. À partir de là, donc je me présente rapidement, Julien Landuré, je suis dans le DevFest depuis pas mal d'années, donc j'étais cofondateur, président du DevFest Nantes pendant pas mal d'années, donc là c'est là sur la tour. Dernièrement aussi, je continue à être sur tout ce qui est la suite Google beaucoup, donc ça reste mon expertise. J'ai quelques certifications, je suis GDE Cloud, donc c'est mon petit bouclier pour DevQuest. Je suis aussi organisateur de Tech Ready, petite pub, c'était mardi dernier. Donc une conférence un peu comme on a au DevQuest. Et puis bah, l'actualité, c'est que dernièrement j'ai fondé donc, une société qui s'appelle TechTown. Voilà pour moi. Et si vous voulez suivre des infos ou mon portfolio gilandure.dev, il y a tout ce qu'il faut. Allez, revenons un petit peu dans le passé. Moi du coup, je suis sorti d'études en 2006. Et puis bah, voilà, 2009, 2010, 2011, il y a pas mal de choses qui m'intéressent, notamment un truc qui commence à arriver qu'on appelle le cloud computing. Bon, ok, moi j'avais l'habitude de faire des applis Java en entreprise ou même des petites choses côté perso. Mais du coup, bah, niveau déploiement, par exemple, il y a eu l'arrivée de l'iPhone. Moi, j'aimais bien faire la pétanque avec des copains. Bah, on crée une appli de pétanque, c'est normal. Sauf que bah, je développe en Java, je l'héberge chez moi. Mais si je veux l'utiliser avec les mobiles, bah, ça marche pas trop, je sais pas comment faire. Et donc, il y a un produit qui s'appelle App Engine. Du coup, avec une première version en avril 2008. Et je commence à jouer avec en 2009, 2010. Et puis il sort de sa preview en 2011. C'est là que j'ai commencé vraiment à travailler, à étudier ce que c'était le cloud, essayer de comprendre un peu les concepts qu'il y avait derrière. Et puis bah, je suis vite, on va dire, tombé dans la marmite. J'ai commencé à regarder un petit peu ce qui existait, beaucoup côté Google Cloud, qui était très orienté développeur dès le début, d'un point de vue plateforme, versus AWS, où c'était plus quand même de l'infra au début. Et puis bah, finalement, c'est grâce à ce genre de produit que je suis en face de vous aujourd'hui, parce que c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier pour continuer dans tout ce qui était sur les sujets cloud. Ce que je trouvais intéressant du coup avec App Engine quand je codais ma petite appli de pétanque ou des premières applis pour aider des associations, ce que j'aimais bien c'est que bah, le déploiement ça se faisait très facilement. J'avais pas besoin de comprendre tout ce qui était le cloud computing. J'avais une ligne de commande pour faire un upload, ça lançait quelque chose et puis après j'avais une URL en échange et puis ça faisait tourner le truc. Bon, bah plutôt cool. Je pouvais même plugger un nom de domaine custom, donc très pratique pour des petites assos qui voulaient lancer des applis. Donc je pouvais quand même plugger bah, un nom de domaine custom dans une petite interface. Paf, ça marchait. Donc plutôt cool. Un truc que j'aimais bien aussi dès le début, c'est que bah, j'envoyais différentes versions, hein, parce qu'évidemment, bah, rien ne marche du premier coup. Donc on envoie une première version, on envoie une deuxième version, on envoie une troisième version. Et en fait, je pouvais me balader dans ces versions-là. Tiens, je veux revenir à la version 2. Ah, la version 3, finalement, elle est moyenne. J'upload une version 4. Ah bah, c'est la version 4 que je veux mettre en prod. Ok. Et finalement, mettre en prod, c'était juste un clic sur la version pour dire bah, je veux la version 4. Et que ça pointe du coup sur le nom de domaine que j'avais plugué pour l'assaut. Donc plutôt cool. J'ai une solution pour faire du stockage. Bon, c'est un truc pas foufou, mais j'ai quand même du stockage disponible si j'ai besoin d'avoir quelque chose. Et puis les fichiers aussi, les fichiers statiques. Il y a un mécanisme de CDN directement inclus. Donc j'indique où sont mes fichiers statiques et automatiquement il les déploie un peu partout. Et puis un point à l'époque que j'avais pas forcément remarqué, mais en fait à chaque fois au premier appel le matin c'était lent. Donc après maintenant on sait que ça s'appelle des cold start, etc. Le cloud est un peu plus présent un peu partout. Mais à l'époque j'avais pas compris qu'on faisait du scaling depuis zéro. Et ce qui était intéressant, c'était de se dire que bah, la nuit, typiquement, je sais pas, les différents projets n'étaient pas utilisés, ou alors je faisais pas de pétanque avec mes copains. Bah, du coup, le projet rediminuait à zéro instance. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est que je ne payais rien du tout. Donc je commence à jouer avec, puis ça me permet quand même d'avoir une appli disponible sur iPhone, sur les premiers terminaux un peu intelligents, pour pouvoir bah, entrer des scores à la pétanque ou partager des choses pour des assos. Donc plutôt cool. Le truc qui était moins sympa quand même, c'est que bah, j'étais limité. Donc au début, quand j'ai voulu commencer avec justement cette solution-là, j'avais pas le choix, c'était que du Python.
du Python, une version hyper précise, je ne sais plus quelle version c'était à l'époque, quelque chose. Si je voulais faire un get en HTTP ailleurs, par exemple pour aller chercher un web service ou récupérer une liste quelque part, j'étais obligé d'inclure une lib de Google dans mon projet. Bon, c'est pas foufou, mais du coup, j'appelais une lib voilà, directement de Google, donc j'avais quand même une dépendance très très forte à Google à ce niveau-là. Donc je trouvais ça intéressant, mais d'un autre côté, voilà, j'étais très dépendant de Google. Typiquement, après, donc j'ai commencé en Python. Après, j'ai pas mal joué avec le SDK Java qu'ils avaient sorti, notamment en Groovy. Et puis, bah, vous voyez du coup que il y a 14 ans, j'ai du coup des App Engine API.jar dans mon projet. C'est pas foufou. À l'époque, je committais les jars. Mais bref, tout ça pour dire que c'était quand même voilà, assez gênant, je trouvais, parce que quand je voulais tester en local, bah forcément ça marchait pas. Faire un fetch d'un truc en local, sauf qu'il appelait des API de Google et tout. Bref, c'était quand même assez compliqué. Par contre, moi qui avais l'habitude de faire du Java en entreprise, ce que je trouvais plutôt cool, sur une échelle valeur-complexité, c'est que bah, finalement je pouvais rapidement apporter de la valeur à mes utilisateurs. Je pouvais rapidement avoir un site web qui tourne et avoir quelque chose qui marche. En entreprise, le point d'interrogation, bah, en fait, je faisais pas mal de choses, mais je ne savais pas quand est-ce que les utilisateurs l'utilisaient vraiment. J'avais pas forcément de stade, je ne savais pas quand est-ce que c'était vraiment en prod. Pour mettre en prod, il fallait arrêter les serveurs, redémarrer et tout. Alors que là, j'avais un service où je pouvais juste cliquer et dire bah, je veux cette version, en dernière révision. Donc finalement, d'un point de vue complexité, je trouve que App Engine n'était pas forcément beaucoup plus complexe d'un point de vue utilisation, puisque même en entreprise, j'utilisais déjà des libs. Il y avait déjà du Hibernate, tout un tas de choses, des librairies externes. Là, j'utilise des librairies de Google. Bon, je trouve pas ça forcément plus complexe. Par contre, ça me permettait d'avoir de la valeur assez rapidement. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cette partie un petit peu serverless n'est pas nouvelle, hein. Donc, il y a eu les lambda côté AWS qui ont plus de 10 ans, et finalement App Engine qui a fêté ses 17 ans. Donc ça, c'est un petit peu le point de départ. Moi, j'aimais bien du coup cet aspect-là. Il y a un truc qui est arrivé après, qui est la conteneurisation. Conteneurisation, donc là, on est avec Docker, voilà, qui fait beaucoup de bruit en 2016. J'ai eu la chance d'aller assez tôt aux États-Unis et finalement, tout le monde m'en parlait. Mais genre même à un pub, on va commander quelque chose, les gens à côté, ils parlent de Docker, quoi. C'est assez fou. Tout le monde en parlait, donc je me dis bah faut essayer. Puis bah il y a eu toute une vague, même en France, qui est arrivée en Europe. Voilà, donc très intéressant, mais il a fallu se remettre à des concepts un peu différents. On voyait avant avec App Engine, j'étais plutôt à me concentrer à coder en Python ou en Java. Je lançais une ligne de commande, hop, ça marchait. Là avec Docker, il faut commencer à regarder, bah voilà, quelles commandes j'installe, quelles sont mes dépendances, je fais un package, etc. Donc c'est plutôt cool, mais j'ai dû me remettre à certains concepts un peu plus Linux finalement. Donc côté Docker, bah, il a fallu apprendre à utiliser la ligne de commande, à comprendre comment on écrit un Dockerfile, comment aussi on peut avoir d'un point de vue démon certaines options pour communiquer avec le serveur Docker. Bon bref, pas mal de choses à ce niveau-là. Et puis bah, il y a eu un gros point d'interrogation en 2015, 2016, 2017, même 2018 sur Docker. Est-ce que c'est vraiment sécurisé? Bon, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges sur ces points-là. Par contre, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on avait quelque chose qui était open source. Ça nous permettait de créer des livrables qui étaient reproductibles. Donc, on avait la démarche un peu DevOps qui était arrivée, d'avoir des environnements éphémères. Donc, on pouvait rapidement démarrer quelque chose, rapidement l'arrêter. Plutôt cool d'un point de vue développeur. On a quelque chose voilà, qu'on peut utiliser. Ça marche sur pas mal de. Ça marche pour tous les runtimes. Donc, comparé à la limitation que j'avais, par exemple, avec juste du Java ou du Python, là, je peux lancer des conteneurs très rapidement avec n'importe quel runtime, librairie, dépendance, image magique, ce que je veux, je peux me mettre dedans. Et hop, ça marche. Donc, plutôt cool. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus de cloud providers commencent à mettre en place la possibilité d'utiliser directement des conteneurs. Donc là, je me dis, il y a peut-être un truc à regarder quand même au niveau de Docker. Là, la partie pass, on voit que bah, ça marche bien. Mais là, je peux peut-être gérer plus de choses. Voilà, ajouter peut-être. J'aime bien Node.js, bah, je vais peut-être pouvoir commencer à faire du Node.js, même sur App Engine, il ne le supporte pas encore. Donc c'est intéressant. Donc Docker, d'un point de vue global, ça me paraît un peu plus complexe. Voilà, le concept de conteneur, il faut l'héberger quelque part, il faut savoir quand même maîtriser un peu quelques concepts Linux, bien écrire un Dockerfile et tout, versus une ligne de commande avant où je tapais bah, upload mon pass et puis hop, il uploadait le code et c'était bon. Mais on a pas mal de valeur ajoutée quand même.
Il y a plein de services cloud qui peuvent l'héberger, versus, vous savez, mes librairies qui étaient dédiées à uniquement Google Cloud. On a quelque chose d'assez universel, on peut mettre du runtime, du code, il y a même des gens qui mettent des bases de données dans du Docker. Bref, on a accès à pas mal de principes DevOps aussi qui continuent d'évoluer avec la notion d'infra-as-code. Donc globalement, je suis content, j'aime bien la techno, et je deviens du coup formateur officiel côté Docker. Après, il y a un autre élément qui arrive, c'est qu'on voit en fait au fur et à mesure du temps, il y a eu pas mal de choses apportées à Linux, il y a eu Docker qui a vraiment pris de la place, et puis on a aussi un nouvel élément qui est arrivé, c'est Kubernetes dans l'objectif vraiment de gérer ces conteneurs-là, mais at scale. Donc de gérer la possibilité d'avoir plein de conteneurs différents. C'est assez intéressant, il y a pas mal de monde qui commence à utiliser le cloud massivement, donc c'est vrai que taper des commandes Docker à la main ou autre, on aimerait bien quelque chose qui gère un peu tout ça, où on envoie notre état désiré, je veux 6 réplicas de tel conteneur, puis lui il se débrouille à faire en sorte que l'état actuel corresponde toujours à l'état désiré. Donc ça c'est génial. Franchement, c'est un truc incroyable, la notion d'orchestration. Donc voilà, Kubernetes qui arrive. Moi j'ai fait ma première présentation au GDG Cloud Lyon en 2019 sur Kubernetes, et du coup c'était vraiment une découverte assez intéressante. Et Kubernetes, bah voilà, on travaille un peu dessus, donc il y a pas mal de concepts à comprendre. Bon, j'en ai juste cité 3, mais il y en a plein, la notion de pod, la notion de service d'un point de vue réseau, le deployment, enfin bref, il y a tout un tas de services possibles. Là, on commence à avoir le YAML qui arrive beaucoup, du coup, avec Kubernetes. Tout ce qui est tooling aussi, donc il y a pas mal d'outils qui arrivent autour de Kubernetes pour aider vraiment à pouvoir décrire ce que l'on souhaite avoir. Donc Helm, Customize et plein de choses. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est très populaire, donc ça reste un projet open source qui est très populaire. C'est supporté du coup Kubernetes rapidement par tous les cloud providers, donc on voit qu'il y a un espèce de standard qui se met en place. Vraiment fait pour régler des problèmes de scalabilité. On n'est pas là juste pour lancer 2 pods ou 2 conteneurs, hein. L'idée de gérer beaucoup plus de choses. On a la démarche Pet versus Cattle qui arrive, donc l'idée de moins assurer bah voilà, son petit toutou, savoir comment on enlève les logs, on le redémarre et tout, mais se dire bah, finalement si ça va mal, on envoie un des éléments de notre troupeau à l'abattoir. Et puis on verra du coup qu'avec l'orchestrateur, il va faire en sorte que l'état désiré corresponde à l'état actuel. Donc même si on kill une instance, hop, il va en redémarrer une avec des trucs tout frais. Donc plutôt cool. Et puis tout ça avec une démarche open source qui est arrivée avec la CNCF, qui fait qu'on a aussi une espèce de gouvernance pour vérifier que c'est sain, ces projets open source. Donc Kubernetes coche pas mal de cases, même si bah, y a une petite marche forcément pour apprendre Kubernetes. Donc Kubernetes, tout juste sur ma petite échelle valeur-complexité, bah, je trouve que ça permet d'avoir des choses quand même très intéressantes, mais je trouve que ça rajoute quand même pas mal de choses en termes de complexité, puisque là j'ai plutôt parlé de Kubernetes d'un point de vue utilisateur, mais il faut aussi des admins finalement qui gèrent le Kubernetes. Et là c'est encore aussi une autre étape, une autre marche qui est assez haute, donc de comprendre un petit peu tous les nœuds, comment ils fonctionnent entre les control planes et les data planes, comment tout ça fonctionne bien, le réseau qui est ouvert au départ, etc., la sécurité, bref, il y a pas mal de choses à regarder. Et en fait, Kubernetes peut faire énormément de choses. Donc, comme je l'ai dit, hein, son gros point fort, c'est qu'il y a plein de choses. Tout ce qui est auto-scaling, on l'a de base, versus d'autres systèmes qu'on n'avait pas forcément avant avec l'autoscaling. Le fait d'avoir des mises à jour simples avec tout ce qui est les rollouts, les rollbacks. Tout ce qui est health-check aussi d'un point de vue service, d'un point de vue réseau, de se dire bah, j'appelle pas un nœud s'il n'est pas sain. Et tout ce qui est load balancing qui va avec. Donc tout ça, on l'a disponible directement. Et puis, bah, d'un point de vue apprentissage, il faut apprendre un petit peu les différents composants. Si on veut faire du stateful, c'est d'autres notions. Si on veut regarder d'un point de vue sécurité, c'est d'autres notions. La partie IAM avec les airbags, c'est encore d'autres notions. Et puis bah, peut-être le pricing de tout ça entre l'apprentissage et peut-être l'hébergement. Comment je gère un petit peu aussi cette partie-là. Et puis bah, Kubernetes, plein de tooling. Bon, juste pour dire qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, mais à chaque fois c'est un petit plugin, un petit outil. Donc là aujourd'hui il y a pas mal de choses qui sont un peu plus standards dans la CNCF, puisqu'il y a beaucoup de projets graduated. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quelques années, bah, les projets graduated, il y en avait un, deux, donc Kubernetes, Prometheus, puis après quelques-uns en plus. Bon, aujourd'hui l'écosystème est un peu plus florissant et un peu plus disponible. Donc finalement Kubernetes, bah, voilà, ça permet de faire peut-être beaucoup de choses, mais mine de rien, il y a toute la partie admin ou autre à gérer que je mets en pointillé et finalement que j'ai trouvé trop complexe. Toute cette notion de cluster management, de plugin, etc. supplémentaire, est-ce que le projet, les opérateurs, qui va l'utiliser, qui veut faire quoi, etc. Et puis, ce que je me rends compte, c'est que c'est beaucoup
d'entreprises qui souhaitent finalement essayer de refaire un petit cloud chez eux. Donc essayer de faire en sorte, avec la partie cloud native, d'avoir des choses qu'on avait déjà en standard avec la notion de PaaS, mais le faire chez soi. Okay, donc ça peut être intéressant, mais est-ce qu'on a besoin de ressembler à un cloud provider? Donc moi finalement, ça résume un petit peu mon état d'esprit. J'ai bien aimé Docker, je trouvais qu'on pouvait faire pas mal de choses. Je me suis dit que c'était l'étape d'après, et puis finalement, non. L'excitement a laissé la place à une vue d'une montagne énorme d'apprentissage, avec des releases, il y en a 3-4 par an, des choses nouvelles assez régulièrement. Donc j'ai quand même passé la CKAD à l'époque, là, en 2019, pour valider un petit peu mes acquis. Mais bon, voilà, finalement, j'étais pas plus que ça emballé finalement sur Kubernetes. Il y avait une autre approche que je suivais toujours quand même depuis la notion de PaaS, c'était la notion justement de serverless. Côté serverless, donc dans le landscape côté Google Cloud, on a donc App Engine qui est un petit peu le vieux produit, hein, qui existe depuis pas mal d'années comme on l'a vu. Et puis deux autres produits qui sont Cloud Run Function pour faire du FAS et Cloud Run pour faire toujours du PaaS, mais du PaaS un peu différent. On va le voir juste après. Cloud Run, l'idée, hein, c'est vraiment de pouvoir travailler avec une partie de conteneurs. Donc l'idée, c'est vraiment de mixer ce que j'avais avec App Engine, c'est-à-dire des choses faciles à déployer, mais en utilisant quand même la notion de conteneur qui me permettait d'avoir quelque chose d'un peu plus universel. Donc j'ai des appels HTTP disponibles, j'ai un contrat à respecter pour que ça fonctionne, mais partant de là, ça fonctionne. Okay, donc une requête pas plus d'une heure, ça c'est aussi des contraintes qu'on avait côté PaaS avec App Engine, mais ça paraît logique. Qui fait une requête HTTP pendant une heure? Bon, pas grand monde quand même. Même si aujourd'hui avec le SSE et les LLM, on pourrait se dire que ça pourrait mettre une heure, mais bon quand même. Voilà, donc quelques règles à respecter, et puis globalement ça supporte du stateless, et la majorité quand même des applis que je fais, d'un point de vue workload, reste assez stateless, donc c'est plutôt cool. Ce qui va être intéressant de comprendre, c'est qu'on va avoir un pricing model qui va être complètement innovant, et je vais retrouver les différents items que j'avais avec le PaaS. C'est-à-dire la facilité de déploiement, la possibilité de brancher un custom domain, faire du traffic splitting, j'ai la portabilité des conteneurs en plus. On va voir avec la notion de build pack que j'ai des choses disponibles. Je respecte toujours la notion de serverless avec le scaling depuis 0 pour monter à n. Et puis du coup, finalement, avec Cloud Run, j'upload un conteneur, donc ça reste assez natif. Et même en fait, la démarche de Google Cloud de, on va dire, manager mon conteneur pour qu'il fonctionne, c'est quelque chose derrière qui est, finalement, ils utilisent un produit open source qui s'appelle Knative, qu'eux ont développé et qui est dans la CNCF, qui n'est pas en graduated, mais en incubation. Mais du coup, finalement, je vous le montrerai avec la démo tout à l'heure, récupérer le YAML de Knative, donc de mon Cloud Run, où j'ai juste uploadé quelque chose. Et si j'avais un Kubernetes sur mon poste avec Knative, je fais copier-coller et puis voilà, ça marche. Okay, donc des choses assez sympas. Donc là, ce que je vois, c'est quelque chose qui arrive dans mon panorama, qui me permet vraiment d'avoir beaucoup de valeur et peut-être d'enlever une partie complexité que j'avais avec Kubernetes, et je trouve ça plutôt intéressant. En parallèle aussi, dès 2020-2021, on a du coup un working group serverless dans la CNCF qui essaye de définir un petit peu ce que c'est le serverless. Et je trouve ça assez intéressant puisque je rejoins un petit peu l'avis que j'avais sur Kubernetes, dans le sens où l'idée du serverless, c'est d'avoir quelque chose qui ne nécessite pas de passer beaucoup de temps sur la partie server management, qui était un petit peu mon point noir que j'avais de mon côté. L'idée, c'est de construire du coup des apps ou de plusieurs fonctions, et puis d'avoir une plateforme qui me permet d'avoir la facturation qui est claire, le scaling, répondre exactement à la demande au moment venu, donc vraiment le scaling de 0 à n, etc. etc. donc tous ces principes-là. Donc là, ce que je comprends en fait, c'est que le serverless, l'idée, c'est de casser un peu cette complexité que j'avais côté infra, et essayer quand même d'apporter très rapidement de la valeur à mes utilisateurs. Donc je trouve ça plutôt cool, sachant que niveau monitoring, je ne suis pas non plus un féru de monitoring, mais j'ai quand même des choses déjà en place quand je veux regarder, étudier ce qui se passe en termes de log. Voilà. Donc finalement, je comprends que mon métier, à moi, plus tard, ça ne sera pas de faire Ops, et peut-être que je veux rester à développer des applis, mais quand même de pouvoir gérer l'infrastructure sous-jacente, le déploiement, mais pas passer tant que ça de temps dessus. Donc c'est là où Cloud Run apporte vraiment beaucoup de valeur. Ce qui est intéressant de comprendre dans le landscape, c'est que souvent on parle de pizza as a service, où là du coup on va avoir tout ce qui est classique, des choses on-premise, l'infra, donc la partie IaaS, la partie CaaS, la partie PaaS, la partie FaaS. Et en fait on va avoir Cloud Run qui est un peu un mix entre la partie conteneur et plateforme, dans le sens où je vais quand même utiliser des conteneurs, mais je vais avoir toutes les fonctionnalités que j'ai avec un PaaS,
comme je vous l'ai dit, la facilité de déploiement, la gestion, etc. Donc les conteneurs, c'est cool, vous connaissez, on peut mettre n'importe quel langage, des binaires, un peu tout dedans, donc c'est plutôt cool. Sur Cloud Run, donc j'ai différents modes d'utilisation de Cloud Run. Soit je gère un Cloud Run fully managed, donc c'est Google Cloud qui le gère. Je ne sais pas trop sur quoi c'est déployé. Est-ce que c'est vraiment un Kubernetes en dessous? Je ne sais pas. Mais en fait, je m'en fiche un peu, hein. Par exemple, App Engine, j'ai jamais su quel OS était en dessous. Et puis, bah, quand il y a eu pas mal de CVE qui sont sortis dans différentes années, bah, App Engine n'était pas forcément attaqué par ces CVE-là. Je peux mettre aussi Cloud Run sur GKE, donc on imagine que j'ai démarré un cluster chez Google Kubernetes et je peux utiliser Cloud Run sur mon cluster Kubernetes parce que j'ai peut-être, d'un point de vue sécurité, networking, un certain nombre de contraintes qui fait qu'il y a des gens qui ont créé des clusters comme il faut. Ou alors je peux lancer aussi mon conteneur un peu partout de la même façon avec Knative du coup qui est le projet open source qui est dans la CNCF. Hop, c'est là où c'est parti pour une petite démo. Alors je vais changer les règles d'affichage. Pourquoi il ne me propose pas la recopie? Bon, c'est pas très grave, je vais passer comme ça. Allez, on va faire à l'ancienne. Hop, hop, hop. Donc il y a des trucs très sympas en ce moment, comme un produit qui s'appelle Cursor, qui permet de générer pas mal de code, des choses, etc. Et moi j'aime plutôt bien. Donc ce que j'ai fait dernièrement, c'est que je lui ai demandé de générer un casse-brique. Donc si on remonte tout en haut de mon élément, hop, 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 je lui ai demandé de créer un casse-brique. Donc on voit qu'il y a eu des erreurs de déploiement, notamment au niveau de la console. Voilà, donc je lui ai demandé pas mal d'infos sur générer un casse-brique, style années 80, etc. Avec quand même pas mal d'étapes pour essayer d'être sûr qu'ils comprennent ce que je souhaite avoir et qu'ils ne me fassent pas juste une image d'un casse-brique, ce qui arrive quand même hein, quand on utilise les LLM. Et donc du coup, voilà, j'ai un casse-brique. Super, je lui ai demandé un petit texte en français sympa quand à la fin je perds. Donc j'ai quelque chose comme ça, où quand je rafraîchis, là je vais essayer de jouer. Ouais, je vais essayer de pas jouer trop longtemps pour vous quand même. Bon, c'est pas foufou. Ouais, super, j'ai une jolie erreur. Oh là là, quelle poisse, essayez encore. Donc là, j'ai fait ça rapidement. Et puis vous voyez que en termes de vie, en fait, de base, j'ai une seule vie. Ok, donc dès que je perds, hop, c'est fini. Donc ce que je lui ai demandé à la fin, là, sur la fin du chat, c'est change pour avoir plus de vie. Bon, il avait fait ça plutôt bien, puisque du coup, j'avais utilisé Gemini avec Cursor, il m'a généré le jeu, et du coup, on voit que c'est dans une variable. Donc, il a juste changé la variable, le nombre de vies, hop, hop. Ça, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'en fait, Cloud Run est disponible avec MCP, donc qui permet au LLM de savoir comment faire des choses. Et du coup, j'ai plugué pour lui dire, déploie-moi sur Cloud Run. Ok. Donc, ce qui est pas mal, c'est que au lieu d'éviter de taper des commandes gcloud, deploy ou je sais pas trop quoi, en fait, dans le LLM, derrière, je lui ai dit, déploie-moi ça. Et donc, on voit qu'il a appelé le tool qui est disponible et il m'a donné une nouvelle URL. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais vous montrer un petit peu les différentes révisions disponibles pour ce jeu-là. Je peux vraiment pas passer en recopie d'écran. Ah, attends, recopie pour DAC. Oh, ça peut peut-être marcher ça. Oui. Allez, on continue. Donc là, du coup, j'ai mon jeu de briques. Je vais augmenter un petit peu. Hop. Donc là, j'ai une URL qui est disponible. Et on voit en fait que j'ai fait 2 déploiements. Il y en a un qui est à 100%. Du coup, que j'ai appelé voilà, Life One, parce que j'ai qu'une vie. Ok. Donc ça, c'est mon URL de prod. Ok, donc vous voyez que j'ai bien qu'une vie. Et puis, j'ai déployé la nouvelle version qui a du coup 3 vies. Alors, je ne le fais pas en direct parce que ça peut être un peu long. Mais on pourra le lancer si vous voulez pendant qu'on continue le talk. Si vous voulez ajouter quelque chose, une feature, passer à 5 vies. Et donc là, j'ai une autre version que j'ai déployée. Et puis en fait, je peux indiquer un tag. Donc là, je lui ai indiqué un tag que j'ai nommé Live 3. Donc là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il m'a déployé ça. Et donc là, vous voyez que j'ai 3 vies sur cette instance-là. Donc plutôt cool. Et voilà. Et donc ça,
c'est pas encore vraiment disponible à tout le monde. Il faut que j'ai l'URL Live3 pour pouvoir y accéder. Okay, on pourrait imaginer ajouter de l'authentification ou autre, mais on voit que le trafic sur l'URL de prod n'est pas disponible. Et donc, ce que j'ai toujours bien aimé, c'est que sur mon URL de prod, finalement, passer en production quand on est dans le monde du pass, c'est gérer le trafic. Okay, donc, je vais passer 100% sur ma nouvelle URL. Ok. Et ça, en fait, c'est le principe dans le pass de mettre en production. Et ça, c'est ce que j'aime bien. En fait, il y a pas mal de sites web, ou même par exemple pour le DevFest, on fait pas mal de mises à jour sur notre site web. Et finalement, mettre en production, c'est dire, en fait, tu prends par défaut cette nouvelle révision, cette nouvelle version. Donc ça, c'est vraiment un élément clé que je trouve super intéressant quand on fait du pass. Puisque du coup, maintenant, si j'ouvre l'URL de prod, et il me fait dire n'importe quoi. Voilà, j'ai 3 vies. Ok. Bon, j'avais un peu de cache, donc j'ai triché, mais du coup, maintenant, j'ai 3 vies. Ok, donc passer en prod, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, par exemple, bon, je reste quand même pas mal sur l'écosystème Google Cloud, mais on peut avoir ça un peu partout. Mais Google Cloud fournit par exemple une app mobile. Et donc, ça m'est déjà arrivé dans le train ou dans le bus de dire, tiens, il y a une nouvelle version du site web, par exemple pour le DevFest Nantes, avec un speaker qui a changé ou un sponsor en plus. Passer en prod, c'est juste dire, c'est cette version-là. Si on est en GitHub, c'est cette version-là que je veux en prod. Donc finalement, je passe en prod alors que je suis dans le train. C'est quand même sympa. Il y a un peu moins l'aspect cognitif de se dire, ah là là, je vais peut-être faire une bêtise en prod, etc. Sachant qu'on peut aussi revenir en arrière. Là, finalement, le marketing me dit, non, 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 3 vies, en fait, les gens, ils passent beaucoup trop de temps dessus. Ça fait pas assez de pub pour notre nouveau jeu. Finalement, je veux revenir en arrière. On peut revenir en arrière sans aucun problème. Ok, donc ça qui est vraiment très intéressant avec cette partie-là. Donc ça, c'était pour la première partie de la démo. Et puis, du coup, sur la partie MCP Tool, je vais dire, change le message de Game Over en français en indiquant une blague de pirate. Donc là, on va voir s'il est intelligent. Donc là, il regarde un petit peu tout ça. Donc là, vous voyez que je suis avec Gemini 2.5 Pro. Après, ce que j'aime bien, c'est de temps en temps générer un premier bout de code avec Gemini et faire la revue avec Claude, ou générer tout avec Claude et faire la revue avec Gemini. Ça permet comme ça de voir un petit peu, et je trouve que c'est un peu plus intelligent dans ces cas-là. Donc là, voilà, il me change le oh là là quelle poisse par que fait un pirate qui s'ennuie, et puis on verra la suite après. Donc ça, c'est cool, j'accepte le déploiement. Là, il me dit OK, maintenant je dois faire la modif, je sais pas où. Ouais, je sais pas pourquoi il fait une autre modif, bon, c'est pas très grave. Et là maintenant, voilà, vu que j'ai plugué ça, je vais pouvoir lui dire déploie-le. Ok, donc je demande le déploiement. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va alors soit on peut le faire à la main en utilisant des commandes gcloud ou autre pour dire je veux redéployer, mais là du coup j'ai plugué ici là dans les MCP tool de cursor Cloud Run pour pouvoir appeler directement. Donc là il est en train de réfléchir pour voir comment on va appeler ça. Bon, je vais avancer dans les démos pour continuer. Donc ça, c'était une première démo sur un casse-brique qui a été généré rapidement. Il y a quand même un certain nombre de... donc on a vu, il y a un certain contrat à respecter avec les conteneurs. Il y a aussi des contraintes avec Cloud Run. On ne peut pas, sur notre instance, avoir plus de 8 vCPU. On ne peut pas avoir plus de 32 Go de RAM. On peut, par défaut, on est à 80 requêtes concurrentes par conteneur. On peut être entre 1 et 1000. On peut avoir entre 1 et 1000 instances du même conteneur. Donc si on a des use cases où on a plus de 1000 instances du même conteneur, ça ne marchera pas avec Cloud Run. Donc ça veut dire que là, on imagine 1000 fois 1000, bon, ça peut gérer quand même beaucoup de requêtes. Et puis, bon, on a des trucs, côté Google, accéder à des trucs qu'il y a de disponibles. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est justement le pricing model qui est assez innovant pour du cloud. Le cloud, vous savez, il y a le fait de dire c'est du pay per use, ok, c'est cool, mais finalement, quand on est dans le monde du IaaS, c'est par rapport à ce qu'on réserve. Donc si on est sur du IaaS ou du Kubernetes, nos nœuds sont allumés, qui est 0, 1, 10, 1000 requêtes, on va payer le même prix. Souvent, dans la partie pass, ce qu'on veut, c'est avoir du scaling à 0 et payer pour vraiment ce qu'on utilise. Mais du coup, dès qu'une instance est démarrée, souvent dans le monde du pass, on paye. Ce qui est intéressant avec Cloud Run, c'est que là, on a un système où si une instance est démarrée, mais il n'y a aucune requête qui va dessus, on ne paye rien. Vous voyez, en fait, au niveau de la table, on voit vraiment le temps qui est billé versus le reste. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même innovantes et qui nous permettent du coup d'avoir un pricing aux 100 millisecondes près,
uniquement quand il y a des requêtes qui viennent. Donc si on a un pic de charge par rapport à une pub et que nos conteneurs mettent du temps à s'éteindre, bah, finalement le temps un petit peu avant qu'ils détectent tout ça, on va pas le payer. C'est plutôt cool. On va juste payer, j'ai rajouté ce slide là, on va juste payer un petit peu au niveau du démarrage et au niveau du shutdown quand même par rapport à ça, puisqu'il y a aussi des mécanismes disponibles par rapport à ça. Côté workflow aussi de développement, vous savez, donc vous avez compris, je suis plus dev que ops. L'idée évidemment, comme on pourrait faire, c'est on écrit du code avec notre Dockerfile, on fait notre package de conteneur, donc notre image, on l'upload sur du coup une registry, côté web upload Artifact Registry, et puis du coup bah, on peut le déployer à peu près sur Cloud Run. Donc ça c'est quelque chose qu'on a et que j'ai du coup côté Cursor, parce que du coup quand il m'avait généré mon truc, il a fait un Nginx pour que ça soit disponible. Là d'ailleurs il me dit, ah oui il a compris qu'il fallait déployer, donc je lance l'outil. Il me demande quand même confirmation avant de lancer le déploiement via l'outil. Donc on verra tout à l'heure si le changement avec le message de pirate fonctionne. Donc ça c'est un workflow vraiment standard qu'on a classiquement. On a un autre workflow qui est basé sur un autre projet aussi qui est disponible dans la CNCF en incubation qui s'appelle Buildpack, buildpack.io, qui permet en fait d'essayer de scanner en fait votre source code et de générer l'image la plus adéquate. Donc si vous faites du Ruby, il va générer ce qu'il faut pour faire du Ruby, si c'est du Python, si c'est du Java, etc. etc. S'il voit qu'il n'y a que des fichiers statiques, un Nginx, et ce genre de choses. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'on a vu tout à l'heure que bah déjà il y avait une marche potentiellement avec Kubernetes. Mais déjà, dans pas mal d'équipes, déjà, il peut y avoir une marche sur le fait de bien écrire un Dockerfile. Et en fait, l'idée des buildpacks, c'est de pouvoir justement apporter cette partie-là au maximum de développeurs pour pas qu'ils passent du temps à comprendre exactement comment ça marche un Dockerfile, mais avoir des choses reproductibles par rapport à vos projets. Donc voilà, c'est assez intéressant comme produit, la notion de buildpack. Donc on peut utiliser ça directement avec Cloud Run pour lui dire, bah, je sais pas, on a une appli en Java ou en Python, on fait Cloud Run deploy et il va regarder, il va étudier en fait. Et ça, c'est basé sur un projet open source qui s'appelle Buildpack. Donc on peut aussi contribuer pour aider, je sais pas, on a une nouvelle façon de créer des projets avec un nouveau produit. Bah, on peut imaginer l'ajouter dans Buildpack pour que ça soit détecté automatiquement. Allez, on va faire une autre démo. Donc on va regarder déjà si notre déploiement a bien fonctionné. Le déploiement est terminé. Ok, cool, on va aller voir notre message de pirate. Alors ici, donc je rafraîchis. Donc des révisions, je m'attends à une nouvelle. Ok, on voit qu'il a directement mis 100% du trafic dessus. Ah oui, j'ai oublié un paramètre pour lui dire, mais pas 100% direct, parce que j'aimerais bien quand même tester que le message de pirate ne dit pas n'importe quoi. Mais bon, c'est déjà en prod. Allons voir ce que ça donne. Donc là, ce qui est en prod, c'est toujours les 3 vies. Ouais, c'est pas foufou quand même. La détection des collisions pourrait être meilleure, je pense. Hop, hop, hop. Et là... ouais, non, j'ai rouvert l'onglet, non? J'aurais dû mettre une vie hein, quand même. Ah bah génial. Hein. Que fait un pirate qui s'ennuie? Il jette l'ancre. Pas mal. Bon, tout ça pour ça, mais c'était juste pour montrer dans le flow que j'ai pas fait grand chose pour changer un message d'erreur ou de game over, et que du coup en pluguant la partie MCP, donc je suis déjà authentifié hein, sur mon poste pour qu'il puisse déployer, évidemment. J'ai lancé 2 commandes avant pour dire c'est moi, vous avez droit au projet, etc. Mais du coup, au lieu de taper des commandes Gcloud qu'il aurait fallu que je connaisse aussi, là j'ai utilisé directement dans Cursor le fait de pouvoir utiliser Cloud Run. L'autre démo que je voulais faire, c'est du coup un petit truc qui s'appelle Test Dev Quest, qui est assez incroyable comme appli. Ça affiche un Hello World. Donc voilà, là-dessus, ce que je voulais vous montrer, c'est que donc du coup j'ai 2 révisions, notamment la dernière qui sera toujours appelée latest. Bon, ça peut être utile des fois quand on imagine dans un flow de développement, on veut toujours accéder à la dernière URL qui a été déployée, pas celle qui est en prod. Donc on peut ajouter un petit tag et ce tag-là suivra tout le temps la dernière déployée. Je peux avoir un certain nombre de métriques. Bon, j'ai pas eu beaucoup d'appels, je pense. Bon, si, je vois le nombre d'instances. Bon, voilà, j'ai quand même des aspects disponibles. Je peux plugger une démarche de SLO, donc toujours une démarche DevOps. J'ai accès au log, donc tout ce qui est sortie standard est disponible au niveau de mon application. Donc les révisions, vous l'avez vu. Là, j'ai créé ça à partir d'une fonction, donc j'ai directement la possibilité d'éditer le code source. D'ailleurs, je vais l'éditer et puis continuer. Et puis du coup, faut toujours ajouter des emojis, c'est hyper important.
Hello World from DevQuest. Voilà, donc il va se débrouiller à redéployer ça. J'ai un certain nombre de triggers disponibles. Donc les triggers, j'en ai évidemment qui sont en HTTP, mais je peux plugger le fait que mon Cloud Run puisse être appelé par d'autres systèmes côté Google Cloud, ou même imaginer être appelé depuis un Kafka ou ce genre de choses. Côté networking, bah, c'est là où on va trouver des infos pour pouvoir gérer ça directement au niveau interne, le mettre dans un VPC par exemple, savoir si on utilise HTTPS. Côté sécurité, si j'autorise les appels sans authentification, ou est-ce que je veux protéger avec une notion qui s'appelle souvent IAP, donc être protégé avec une authentification forte devant, sans devoir le gérer dans mon application. Et puis comme je vous avais dit, bah, j'ai un YAML au format Knative, et là on va voir mes différentes révisions avec leur nom. Donc on voit que la dernière révision, qui a 100% du trafic, c'est cette révision-là, qui a deux tags. Voilà, V1-0 et latest. Là, j'ai déployé, c'est cool. Du coup, si je refresh, Hello World from DevQuest. Bon, pas incroyable, mais ça fonctionne. Ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai aussi du coup pu gérer des custom domains, comme je vous avais dit. Donc j'ai créé, bon, j'avais techready.live qui était disponible. J'ai fait un devquest.techready.live et ça marche. Donc en termes de management, c'est très simple et je peux rapidement quand même avoir quelque chose qui tourne. Et évidemment, on n'est pas obligé de faire que du statique comme je fais. Enfin, remarque, c'est pas du statique, c'est du console log. Mais voilà, on peut faire un certain nombre de choses. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu toute cette partie-là. Hop. Mes slides. Ok, donc les dernières évolutions aussi sur Cloud Run, c'est un projet que Google mise énormément. Donc je vous l'ai dit, le support des VPC, une notion private access. On peut ajouter des secrets directement à Secret Manager, que ce soit un Vault ou différentes solutions. IAP pour protéger son appli en frontal sans forcément devoir l'implémenter dans l'application. On a une notion intéressante aussi, c'est CPU Boost, c'est au départ. Alors on va le payer un peu plus, mais il va allouer un peu plus de CPU au démarrage. Vous savez, pour les cold start au démarrage de l'instance. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut aussi déployer directement une ligne de commande à plusieurs endroits. Ça, c'est un peu le truc qui est relou souvent quand on fait du pass, c'est que si on a un déploiement en Europe, aux États-Unis et en Asie, on est obligé de faire 3 fois le déploiement. Là, ils ont géré la possibilité du coup d'indiquer je veux déployer le même packaging à 3 endroits dans 3 régions différentes. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je peux même aussi faire les updates comme ça directement dans les 3 emplacements pour que ça soit cohérent. Et puis, si j'ai besoin de stocker du fichier, je vais pouvoir faire du Cloud Storage, un bucket, le monter directement dans ma fonction. Donc, récap de Cloud Run, ça gère bien du stateless, plutôt cool, plutôt pour du HTTP, ça scale bien, donc voilà, ça redescend à 0, ce qui est la promesse du coup du serverless. Ça gère du coup des conteneurs, donc je peux mettre un peu tout et n'importe quoi dedans. Par contre, je dois gérer des conteneurs. Donc on l'a vu, il faut être capable de générer des conteneurs, soit avec Dockerfile, soit avec Buildpack. Mon point de vue par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même pas mal de use cases qui sont gérés par Cloud Run. Ça reste un des projets qui est très investi par Google Cloud, donc vraiment qui est avec beaucoup d'avancées. Finalement, ça remplace mon amour avec App Engine, que j'aimais bien. Ce projet-là, on voit clairement qu'il évolue très peu maintenant, et puis il est très lié quand même à des libs côté Google. C'est interopérable puisque c'est supporté avec Knative et la notion d'eventing. On a une bonne expérience de développeur, je trouve, avec cette partie-là. On a la possibilité d'avoir un émulateur local, les Buildpack. Et puis, les dernières nouveautés, c'est qu'on a du coup le support de l'intelligence artificielle avec des GPU ou de gros calculs. Mais on a aussi la partie qui est améliorée grâce à l'IA avec la notion de MCP Server, comme je vous l'ai montré avec Cursor. En termes de trends sur la partie serverless, donc Datadog, ça c'est de 2023, montre en fait que en termes de serverless, le serverless basé sur des conteneurs est très populaire sur Google Cloud. En fait, tout ça, c'est Cloud Run. Ça montre la popularité de Cloud Run par rapport à ces éléments-là. Donc, on a parlé vite fait GPU, et je pense que j'ai encore juste 5 minutes pour la notion de GPU. Donc, depuis avant-hier, les GPU sont en GA sur Cloud Run. Donc, on peut faire du serverless GPU. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu ça sur la dernière partie de la conférence. Ça se base uniquement sur une particularité, c'est les L4 de NVIDIA. Donc, on n'a pas beaucoup de choix. Il y a énormément de types de processeurs différents. Mais là, sur Cloud Run, on peut faire du serverless tout en attachant un GPU, mais on a accès qu'à des NVIDIA L4. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un paiement à la seconde versus une allocation d'un GPU très longtemps. Ça scale à 0. Donc, ce qui est cool, c'est que les GPU souvent sont plus chers, mais du coup, ça redescend à 0 la nuit ou autre quand on n'a pas besoin.
Le startup et le scaling est assez rapide. Le startup, c'est 5 secondes. Donc 5 secondes pour avoir le GPU actif avec les drivers, CUDA, etc. qui sont correctement disponibles et le chargement de votre appli. On a un support du coup côté streaming et puis ça supporte à peu près tous les modèles open. Je vais vous faire une démo avec Oliama qui supporte tout un tas de modèles. Donc on est limité au L4, on ne peut pas avoir plus de 4 GPU par instance. Et puis en termes de CPU, on est obligé de prendre quand même des machines un peu plus costauds pour aller avec les GPU. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que autant on a du scaling à 0, c'est facile, autant le scaling up est dépendant finalement de vos quotas que vous avez en termes de GPU. Si dans votre projet vous êtes limité à 8 GPU et que vous en prenez 4 par instance, bah vous êtes limité à 2 instances. Logique. Voilà. Donc ça, c'est dans l'interface, juste un petit coche pour dire je veux un GPU à mon conteneur. Petite démo par rapport à ça. Je vais reprendre mon interface. Donc j'ai créé un autre service qui est Oliama Gema DevQuest, que j'ai déjà déployé. J'ai fait des petits appels tout à l'heure pour vérifier que ça fonctionnait. Là j'ai une URL disponible et en fait donc j'ai un Oliama qui est installé. Là il va démarrer forcément puisqu'il est redescendu à 0 le temps de la conf et les 40 premières minutes. Je peux vous montrer rapidement en termes de code ce que ça représente. Donc j'ai un Dockerfile qui a été fait. Voilà, qui part de Oliama Latest. On a donné juste le fait qu'on ouvrait à 0.0.0 pour que ça marche avec Cloud Run. J'importe le modèle Gema 3 par défaut et puis je fais un Oliama Serve. Donc là, je vais pouvoir du coup, depuis un autre client Oliama, appeler du coup mon serveur qui héberge du coup Gema 3 4B. En attendant, je peux aussi montrer ce que ça donne sur mon poste en local. Donc là, je lui dis génère, écrit un court poème Heroic Fantasy sur la ville de Niort. Donc là, on voit qu'il va réfléchir et on voit en fait la vitesse que ça donne pour générer ça. Donc ça, c'est en local. Bon, c'est plutôt cool. Et là, du coup, je vais demander la même chose avec mon app qui a dû démarrer. Je vais la lancer ici. Donc là, vous voyez, Oliama Host, je change pour pointer sur mon app DevQuest. Et je lui dis à peu près la même chose. En espérant que c'est bien démarré, je vais bien passer 5 secondes à parler. Et vous voyez, c'est un poil plus rapide quand même. Donc là, je fais l'appel, et finalement, le Cloud Run est plus rapide que moi en local pour écrire. Finalement, le GPU L4 doit être plus costaud par rapport à ça. Donc ça, c'était juste pour vous montrer cette partie-là. Et puis là, du coup, par défaut, j'utilise Gema 3, mais ce que j'aime bien, c'est tester finalement ce qui est disponible dans d'autres... Voilà, donc avec Mistral Nemo par exemple, on va voir que c'est un peu plus sympa. Ah non, il le retélécharge. Bon, on va pas le faire. Vous savez, quand Oliama n'a pas le modèle, du coup il télécharge, etc., etc. Bon, on va pas faire ça maintenant, ça va être trop lent. Et puis du coup, pour finir, on va faire génère le script Node.js qui écrit le poème. Et du coup, pour finir la conférence, on va prendre ce JavaScript généré. Et on va le mettre dans ma petite console log. Donc là, je retourne sur mon petit test DevQuest. Hop, les sources. J'édite. Donc là, au lieu de faire le console log, je vais faire qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah oui, il indiquait que c'était du JavaScript, pardon. Et là, du coup, poème. Voilà, il va redéployer ça. Je vais pouvoir me préparer sur ma page. devquesttechready.live. Allez, c'est bon. Ouais, je vais finir les slides en attendant. Qui redéploie, il n'y a plus grand chose. Toujours à propos de l'AI, faites attention, hein. La question n'est pas est-ce qu'on peut le faire, puisque vous avez avec Cursor, je peux générer un texte de pirate sur un game over d'un casse-brique que j'ai généré hier soir, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc là, évidemment, je dirais non, mais voilà, pour des besoins de démo, c'est important de pouvoir en parler. Pour résumer, du coup, on voit que finalement,
la partie serverless a beaucoup grandi grâce aussi à Kubernetes et tout l'écosystème qui était disponible. Et Kubernetes grandit aussi avec la notion de serverless. Typiquement, des projets comme Keda, Knative permettent à Kubernetes de pouvoir ajouter du scaling, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent finalement dans ces deux mondes qui continuent d'avancer. On a maintenant la notion de serverless container, de serverless GPU qui sont vraiment le futur. On a pas mal de produits équivalents sur AWS, sur Azure. On a beaucoup aussi de serverless GPU qui sont disponibles, voilà, comme RunPod ou ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment de réfléchir, d'utiliser le bon outil pour faire la bonne chose. Je ne dis pas que Cloud Run est la bonne solution pour tout, mais des fois, la marche Kubernetes quand même est assez haute pour des besoins finalement qui marchent très bien avec du PaaS. Et donc, en gros, trouvez votre voie. Moi, je suis plus finalement un développeur et j'ai découvert finalement au fur et à mesure, en grandissant, que j'aime bien plutôt le monde du serverless versus un monde plutôt admin qui utiliserait plus facilement peut-être Kubernetes. Sur ce, je vais vous dire au revoir avec mes petits amis, voilà, qui du coup sont générés, et puis le dragon du DevQuest. Et puis je vous remercie et je vais quand même vérifier que ça a été déployé pour montrer quand même, voilà, sur... voilà, ouais, on aurait pu mettre un retour chariot quand même. Mais du coup... Donc si vous voulez avoir un poème sur Niort, devquest.techready.live, c'est en prod. Merci. Merci à toi. On peut applaudir, je pense.